Chaque vendredi, nous avons un invité sport pour parler de l'actualité sportive avec Junior Laris, consultant. Nous allons parler de la Côte d'Ivoire. Drogba démissionne de l'association des footballeurs. Nous allons parler également de Chelsea qui remporte la Super Coupe d'Europe en battant les sous-marins jaunes Villarreal. Et puis le PSG, Mbappé sort du silence pour souhaiter la bienvenue à la mégastar Messi. Junior, bonjour, ça va? Bonjour Michel et bonjour à tous les téléspectateurs de New York d'Info. En pleine forme, on espère. En pleine forme, tant qu'on est à la fin de la semaine, le marathon a été long. Allez, on part en Côte d'Ivoire. Le candidat à la Fédération ivoirienne de football, Didier Yves Drogba, a pris une grande décision le lundi 9 août 2021 concernant l'association des footballeurs ivoiriens AFI. À la veille de l'Assemblée générale de la dite organisation, l'international ivoirien a annoncé sa démission de son poste de vice-président et par la même occasion de son comité directeur. Qu'est-ce qui s'est passé, Julien? Ce qui s'est passé, c'est que Didier Drogba, sur l'instant, vient de jeter l'éponge pour une éventuelle présentation à la Fédération ivoirienne de football. On ne sait pas si la stratégie de l'ancien international ivoirien sera de passer par une candidature unique, mais c'est ce que d'ailleurs n'accepte pas la Fédération ivoirienne de football, puisqu'on sait que la Fédération ivoirienne de football, à cause des nombreuses crises qu'il y a eu de par le passé, est aujourd'hui placée sous la tutelle de la FIFA avec une commission ad hoc qui est nommée pour mener à bien les présidentielles, on va dire, pour la Fédération ivoirienne de football. Et quand on sait ce que les présidentielles veulent dire, surtout en Afrique de l'Ouest, je pense qu'on comprend, et surtout en Côte d'Ivoire, on comprend le contexte de crispation, de cristallisation de cette crise au sein de la Fédération ivoirienne de football. L'épisode qui vient de se passer, c'est parce que l'association des footballeurs ivoiriens, AFI, dans laquelle est Didier Yves Drogba. Il y a aussi Cyril Domorou, qui est ex-international ivoirien, qui aussi fait partie de cette association, qui a été porté par une franche partie de cette association. Et donc, aujourd'hui, il y a une sorte de bipolarisation de l'AFI, de l'association des footballeurs ivoiriens. D'ailleurs, que dénonce Didier Drogba dans ses lettres ouvertes à la presse, de ne plus faire partir de cette fédération, qu'il dénonce d'ailleurs les contrats et les pactes, j'emploie bien ces mots, les pactes signés par Cyril Domorou et quelques personnes qui ne veulent comme pas avoir... Aruna Dendane, qui aussi fait partie de cette association des footballeurs ivoiriens et qui ne veut pas voir évoluer, qui ne veut pas être le porte-voix de ce football ivoirien-là. Et c'est ce que dénonce aujourd'hui Didier Drogba dans sa lettre ouverte. On va voir comment va se dérouler la suite, parce qu'aujourd'hui, la Fédération ivoirienne est dans de beaux draps. À part tout ce que vous avez dit, Junior, ce sont des sectes internationaux ivoiriens. Qu'est-ce qui les divise tant? Le leadership? Je crois que, comme pour le contexte ivoirien, qui est un contexte très sensible, on sait l'historique même de cette fédération ivoirienne de football qui est passée par des tumultes, qui a aussi eu des moments de crise, pas sur le terrain, mais en dehors. Au niveau africain, ils ont eu des représentations aussi. Aujourd'hui, ce qui divise ces anciens internationaux ivoiriens, elle est juste, pour moi, dans mon analyse, elle est juste sur un ou deux points. C'est d'abord le fait d'avoir un leadership qui ne répond peut-être pas à l'aspiration de l'autre. La seconde raison, elle est celle-là, c'est que on veut implémenter une nouvelle politique aujourd'hui au sein de la Fédération ivoirienne de football. Quant à Didier Drogba, qui a beaucoup de connexions au niveau international, qui va internationaliser de facto ce football ivoirien, qui s'internationalise d'ailleurs très bien. On a aujourd'hui une pléiade de joueurs ivoiriens un peu partout en Europe. Et d'un autre côté, Aruna Dendane, Cyril Domorou, qui sont, je ne vais pas encore une fois de me le cacher, qui sont un peu d'affiliation avec ceux qui sont les vieux tintamarres de ce football ivoirien, qui ont les couilles, entre guillemets, au pays et qui veulent voir une certaine continuité de la politique du football ivoirien qui est fait actuellement. Et c'est ce qui d'ailleurs avait causé pour moi le rejet en première instance
de la candidature de Didier Drogba lorsqu'il se présentait à la Fédération ivoirienne de football. On dit que Didier Drogba est déconnecté des réalités du football ivoirien. Exactement, c'est ce que je viens de planter comme décor. C'est-à-dire, on est face à un mercenaire du football international qui veut prendre la tête de la Fédération ivoirienne de football. De l'autre côté s'y opposent Cyril Domorou, Aruna Dendane, qui eux sont un peu les affaires de Yopougon face à un enfant des deux plateaux. Ouais. C'est aussi une crise de bourgeois et de prolétaires qui se joue au sein de cette fédération ivoirienne de football où Didier Drogba il est un peu vu comme l'enfant chéri, comme le petit bourgeois d'Aix-en-Provence, de Marseille, qui veut prendre la tête de la fédération ivoirienne de football. Et de l'autre côté, Aruna Dendane et Cyril Domorou, qui sont des enfants du pays, qui sont vus comme étant des fiefards, qui sont du fief. Et donc, c'est un peu le schéma, un peu pour moi, qui est un peu dommage de ce football ivoirien aujourd'hui, qui est sous tutelle de la FIFA. De la FIFA, justement, on dit qu'il est également le candidat de Gianni Infantino. C'est ce que les gens disent, que Didier Drogba serait le candidat de... Exactement. Quand je parlais tout à l'heure des connexions au niveau international, et quand on ne peut pas parler de connexions au niveau international sans parler du football européen, on sait que Gianni Infantino, aujourd'hui actuel président de la FIFA, a été secrétaire général de l'UEFA lorsque Sepp Blatter était président de la Fédération internationale de football association, de la FIFA. Et donc, toutes ces connexions, on parle d'ailleurs de la CAF. On ne peut pas parler de la Fédération ivoirienne, parler de sous-football international sans parler de la CAF, qui aujourd'hui est dirigée par Patrice Motsepe, qui est un mania des mines en Afrique du Sud. Et donc, il y a aussi une sorte de contre avant-gardiste qui est joué aujourd'hui par ceux qui ne veulent pas avoir la candidature de Didier Drogba. Didier Drogba, il a trusté les plus grands podiums au niveau international, que ce soit à Paris, à Genève, en passant par Milan. Il a été maître de cérémonie de nombreux prix, de nombreuses récompenses au niveau international. On sait que c'est une figure, d'ailleurs, respectée en Angleterre, à Londres. Quand vous appelez Didier Drogba, tout le monde vous reconnaît. Et donc, on est face à ce tandem-là. Je ne vais pas un peu essayer de circonscrire le problème en disant qu'aujourd'hui, il y a une sorte de panafricanisme qui se joue aussi dans cette instance de la Fédération ivoirienne de football, qui ne veut pas voir la candidature de Didier Drogba appuyée par Gianni Infantino. Déjà qu'on dit que Gianni Infantino a été pour beaucoup dans la nomination de Patrice Motsepe, le Sud-Africain, à la tête de la Confédération africaine de football. Ne pensez-vous pas qu'avec cette démission, il tire deux balles dans ses propres pieds? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut prendre aujourd'hui, faire l'analyse avec Dempsey. On ne sait pas quelle sera la stratégie future de Didier Drogba. Et de son clan. Il faut rester très prudent. Je pense qu'il a eu à écouter tout son collège, c'est-à-dire tous ses conseillers, avant de prendre ses décisions et afin de faire cette sortie à la presse. On va observer cette situation avec beaucoup d'intention et voir comment sera le dénouement, parce que moi, personnellement, ça m'exaspère de voir les institutions africaines, qui plus est la Fédération ivoirienne de football, être sous la coupole d'une instance comme la FIFA. Et aujourd'hui, la situation ne fait que se fossiliser. Et puis, il y a une sorte de cristallisation des inimitiés qui continuent à gangréner ce football ivoirien. Et vite que la situation se dénoue. Allez, on passe au deuxième sujet avec l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. On en oublierait presque que la planète foot continue de tourner partout ailleurs. Et mercredi à Belfast, c'était le grand jour de la Super Coupe d'Europe. Le match a surtout permis à Chelsea et à son entraîneur Thomas Tuchel de confirmer son actuelle domination sur le continent. Vainqueur frissonnant de Villarreal, un but partout. La différence a été faite durant la séance des tirs au but. 6 tirs au but contre 5. Le club a en effet décroché un nouveau trophée après la Ligue européenne des champions. Junior Laris, moment faste pour Thomas Tuchel et Chelsea. Moment faste pour Thomas Tuchel à Belfast. Ouais. Ah oui. Je crois que l'anathème est rapidement trouvé. Oui, Chelsea qui remporte la deuxième Super Coupe d'Europe de son histoire face à Villarreal. C'était le favori des deux.
je vais pas aujourd'hui polémiquer sur le fait que Chelsea soit le favori de ce match, de cette finale européenne face à une équipe comme Villarreal. Mais surtout, ce qui a retenu l'attention de tous les observateurs, c'était le coaching tenté par Thomas Tuchel et qui a mâché. C'est-à-dire qu'on prend le gardien sénégalais, Mendy, qui est titulaire depuis le début de la saison. On le sort. Et aujourd'hui, on est en finale de Super Coupe d'Europe. Et à 2 minutes de la fin du match, on le sort et on fait entrer qui est pas Arrizabalaga, qui est le natif, le basque, le gardien qui est venu de l'Athletic Bilbao, le gardien espagnol qui était titulaire, qui a été d'abord évincé de cette place de titulaire par le Edouard Mendy, le Sénégalais. Et donc, c'est le coaching aujourd'hui réalisé par Thomas Tuchel en faisant entrer un gardien comme ça à la dernière minute pour une séance de tir au but. Et ça a marché. C'est aussi ça ce qui a retenu l'attention. C'est un véritable coup de poker réussi par l'entraîneur allemand en faisant ce changement à la dernière minute comme ça. D'autant plus que Kepa était en disgrâce avec les supporters à Londres et avec d'ailleurs certains de ses coéquipiers. On se souvient de la scène épique lorsque en finale de Coupe d'Angleterre, Kepa n'avait pas voulu céder sa place. Au gardien argentin de l'époque. Et donc, aujourd'hui, plus qu'une victoire de Chelsea, c'est Thomas Tuchel qui a attiré à lui les lumières. Il imprime sa marque indubitablement sur cette formation de Chelsea. Clairement. C'est très rare de dire d'un entraîneur qu'il imprime sa marque, alors qu'il n'a pas encore fait une saison entière. Mais c'est aussi ça la capacité de force que peut avoir un entraîneur comme Thomas Tuchel, qui a réussi un double coup, remporter la Ligue des Champions, remporter la Super Coupe d'Europe, et dans le même temps qualifier le club pour la prochaine Ligue des Champions sans passer par une autre voie, c'est-à-dire finir dans le top 4 anglais, qui est très difficile aujourd'hui, finir dans les 4 premiers dans le championnat anglais. C'est extrêmement compliqué, et pour moi, c'est le coup de poker de l'année. Il peut même être nominé, pour moi, valablement dans les entraîneurs de l'année. Pourquoi pas remporter d'ailleurs le titre? Parce que Thomas Tuchel, on sait l'histoire qu'il a eue précédemment. Et c'est le contraste total avec ce qu'il vit actuellement cette saison avec Chelsea. Parlant aussi du changement qu'il a réalisé en dernière minute en faisant entrer Kepa Arrizabalaga, ça me fait repenser à une scène qui s'était produite déjà lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, lors des quarts de finale entre les Pays-Bas et le Costa Rica, où Louis van Gaal avait fait sortir Silesen, qui était le gardien titulaire des Pays-Bas à l'époque, pour faire entrer Tim Krul, qui était un gardien qui évoluait en Angleterre à l'époque. Et ça avait marché pour les Pays-Bas, où ils avaient réussi à aller en demi-finale. Et donc, au haut niveau, c'était rare de voir les entraîneurs prendre de tels risques. Je crois qu'avec Louis van Gaal, Thomas Tuchel rentre dans l'histoire en faisant ce véritable coup de poker. Et les entraîneurs, dorénavant, devront s'inspirer de ces deux. La suprématie de Chelsea, vous aviez parlé déjà de cela au niveau non seulement de l'effectif, mais également de tout ce que cette formation a pu donner tout au long de la saison. Mais Chelsea a été accroché, comme je l'ai dit dans l'introduction. C'est au niveau de la séance des tirs au but que la différence a été faite. Il ne faut pas surtout oublier aussi que Villarreal un entraîneur qui a beaucoup bourlingué peut-être, qui connaît le football anglais. Qui maîtrise pas que le football anglais, mais qui maîtrise le football européen. Il a remporté sa 4e Ligue Europa lors de la saison écoulée, Naïmri, avec Villarreal. Il ne faut pas surtout aussi oublier que Villarreal a réussi à s'imposer grâce lors de la Ligue Europa face à Manchester United, un autre club anglais qui a terminé 2e du championnat anglais, a réussi à s'imposer grâce à la séance des tirs au but. Et donc, pour tout dire, c'est que les Espagnols étaient préparés à cette séance de tirs au but, puisque leur titre qu'ils ont gagné lors de la saison, c'était au tir au but qu'ils l'ont gagné. Et donc, pour moi, plus qu'une défaite de Villarreal, c'est une victoire de Chelsea qui a réussi dans un exercice favori à l'équipe de Villarreal, a réussi à battre cette équipe de Villarreal. Et donc, pour moi, le mérite revient tout entièrement à l'équipe de Chelsea. Et plus que la victoire de Thomas Tuchel et de l'équipe de Chelsea, c'est la suprématie du football anglais. On revoit comme ça Chelsea gagner la Ligue des Champions. Un club anglais a failli gagner la Ligue Europa. La Super Coupe est gagnée par un club anglais.
c'est le retour du football anglais au plus haut niveau. Et d'ailleurs, le championnat anglais débute ce week-end. Que du bonheur. Parlant justement de Villarreal et cette fois-ci du championnat espagnol, Villarreal a comme président une méga star. Il est toujours star, Ronaldo Luis Nazaria de Lima, l'ancien Oriverde. L'investissement à ce niveau aussi porte ses fruits. Oui, il faut dire que depuis l'avènement des deux phénomènes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans la Ligue espagnole, on a un peu oublié les autres équipes du championnat espagnol. Je veux parler de Valence, je veux parler de Séville, je veux parler d'ailleurs de Villarreal, l'Atlético Madrid, qui a connu des heures de gloire avec Riquelme, Diego Forlán. C'était la belle époque où Villarreal a réussi même à aller en demi-finale de Ligue des Champions face à Arsenal de Thierry Henry à l'époque. Et donc pour moi, je pense qu'aujourd'hui, surtout avec le départ de Lionel Messi, du championnat espagnol, et de Cristiano Ronaldo, qui a été acté depuis. D'ailleurs, je pense que le championnat espagnol est plus que jamais ouvert pour ces clubs-là, Villarreal, Valence, Séville, même si Valence, je reconnais qu'ils sont passés par une difficulté financière qui ne dit pas son nom. La saison écoulée, où ils ont été obligés de vendre la quasi-totalité de leur effectif. Leur capitaine, d'ailleurs, Dani Parejo, qui a joué la finale avec Villarreal, qui était un joueur emblématique du Valence FC, était obligé de partir. Et donc, pour moi, cette saison, plus que jamais, c'est la saison la plus ouverte pour les clubs comme Villarreal, Séville et même, pourquoi pas, l'Athletic Bilbao, parlant des Basques, qui peuvent aujourd'hui jouer peut-être un sale tour à des équipes comme le FC Barcelone, le Real Madrid et l'Atlético Madrid qui, malgré tout, restent les cadors de ce championnat-là. Et donc, voir aussi une époque où Valence jouait les premiers rôles, une époque où Séville était capable d'aller chercher le titre, une époque où Villarreal pouvait se permettre le luxe de battre les grands de ce championnat-là. J'espère revoir une Liga ouverte qui va combler en attractivité qu'a perdu cette Liga avec la perte de ces deux mégastars que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. On termine avec cette nouvelle venant de Paris, plus précisément du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé s'exprime enfin ce jeudi sur l'arrivée de Lionel Andrés Messi au Paris Saint-Germain. L'attaquant parisien souhaite la bienvenue à l'Argentin qui désormais évolue sous les couleurs du grand Paris Saint-Germain. Il y a eu un souci au départ entre les deux? Il n'y a pas eu de souci entre Kylian Mbappé et Lionel Messi. La raison est juste simple, c'est que Kylian a eu une communication, je ne vais pas dire ratée, mais qui aurait pu anticiper une venue de Lionel Messi au niveau du Paris Saint-Germain? Qui l'aurait pu imaginer? Qui aurait pu anticiper ces difficultés financières qu'a connues le FC Barcelone cette saison? Donc pour moi, c'est juste de la mauvaise anticipation. Et ça, l'équipe de communication de Kylian Mbappé doit en tirer des leçons pour les échéances à venir. Ne pas tout de suite faire de la communication qui pourrait après faire mal. Parce que dire que je ne veux plus vraiment jouer pour le Paris Saint-Germain, il a clairement montré. Il était même presque allé au clash avec Leonardo, le directeur sportif. Du Paris Saint-Germain. Il était pratiquement en désaccord avec certains de ses coéquipiers qui pouvaient peser dans la balance pour qu'il reste au Paris Saint-Germain. Et donc, comme ça, l'arrivée de Lionel Messi a été, je vais dire, une ovni qui était descendue d'une autre planète pour Kylian Mbappé. Et j'ai apprécié le silence que toute son équipe de communication a gardé jusqu'au 3e jour avant de faire un message officiel et de dire la bienvenue à Lionel Messi, comme pour s'oublier un peu de tout ce traquenard médiatique et ce feuilleton financier qui se joue. Il s'est retiré un peu pour après placer ce message de bienvenue et un peu effacer tout ce qu'il aurait pu dire dans la mémoire collective des supporters parisiens et des observateurs du foot pour regagner un peu plus en clarté. Lionel Messi, on le sait, très proche du Brésilien Neymar. Or, ce dernier est également proche de Kylian Mbappé. Il va être sans doute la passerelle entre les deux, selon vous?
Pas forcément. Quand vous suivez Lionel Messi depuis des années, c'est quelqu'un qui, dans la communication, certes, n'a pas été toujours excellente, mais je pense que c'est un vestiaire qui a sa cause. Il y a il y a une diaspora sud-américaine qui est présente. Di Maria, Neymar est sud-américain, il est brésilien. Di Maria, il est argentin. Emmanuel Icardi. Paredes, il est argentin. Mauro Icardi, il est argentin. Et à côté de ça, il y a aussi une autre diaspora hispanique qui fait partie de tout ce qui peut jouer en faveur de la communication de Messi. Je veux parler de Marco Verratti, qui est italien, mais qui a un côté, on le sait, un peu Europe de l'Ouest. Il y a aussi la présence de Sarabia, qui a joué en Liga espagnole et qui est un Espagnol et qui peut aussi, dans la communication, être excellente avec Lionel Messi. Et surtout le facteur X dans la venue de Lionel Messi, dont beaucoup ne parlent pas, que je pense que tout le monde a oublié, c'est Mauricio Pochettino, qui est un Argentin, qui a de l'espérance, qui a vécu avec Tottenham, a amené l'équipe de Tottenham en finale. Et donc, pour moi, c'est un des éléments clés qui a joué en faveur de la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, parce qu'il n'y aura pas de barrière de langue, il n'y aura pas de barrière culturelle. Il est dans sa maison, il est avec un compatriote. Imaginez-vous que vous me retrouviez sur une autre arène, vous serez tout de suite le premier à prendre ce contrat. Et donc, pour moi, il n'y aura pas, dans les premiers jours, dans les premiers instants, une difficulté dans la communication de Lionel Messi avec tous les autres joueurs du vestiaire. Encore qu'il y a beaucoup d'Argentins. Alors, vous pensez que l'arrivée de Messi va être un aiguillon pour le jeune Kylian Mbappé à vouloir rester au Paris Saint-Germain, puisqu'il a, comme vous l'aviez dit, il avait déjà affiché des envies de voir ailleurs, plus précisément au Real Madrid? La réponse, elle a été donnée en conférence de presse par Nasser, le président du Paris Saint-Germain et le secrétaire général du Qatar Sport Investment, qui a dit qu'Kylian voulait une équipe compétitive pour aller gagner des trophées. Il a l'équipe la plus compétitive aujourd'hui en Europe. Reste à prouver, parce que même si je ne suis pas totalement d'accord avec lui, je pense que la communication faite par Nasser, elle a été totalement saine, en disant comme ça, aujourd'hui, il a l'équipe la plus compétitive d'Europe chez lui, et donc plus raison à Kylian Mbappé d'aller signer au Real Madrid, au Borussia Dortmund, je ne sais quelle équipe. Il a l'équipe la plus compétitive. Maintenant, est-ce que Kylian va vouloir rester au Paris Saint-Germain? Je pense que oui, parce qu'il a tout intérêt à rester là-bas. Il peut prendre le risque aussi de franchir la Manche et d'aller du côté... de l'Angleterre, peut-être? De l'Angleterre, parce que j'ai dit franchir la Manche. On franchit la Manche, on va en Angleterre. Et donc, prendre le risque là, mais c'est un risque disproportionné. Aller aujourd'hui au Real Madrid, quand on sait que le Real Madrid a des difficultés financières. D'ailleurs, le Real Madrid a lancé une procédure judiciaire contre la Liga actuellement. Et donc, pour moi, l'atmosphère au niveau du Real Madrid n'est pas aussi saine pour une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Pour moi, si je faisais partie de son équipe de communication, j'aurais dit à Kylian, il reste cette année au Paris Saint-Germain, parce que aller du côté du Real Madrid, c'est un risque pour moi trop disproportionné, dans la mesure où le Real Madrid a des difficultés financières aujourd'hui. Donc pour vous, ce trio de rêve, infernal, de rêve surtout, Kylian Mbappé, Messi, Neymar, est en place maintenant au Paris Saint-Germain? La question qu'il faut se poser, la question qui me fait peur, est-ce que c'est un trio sportif? Pour moi, c'est pas un trio sportif, c'est un trio médiatique. Je suis désolé de décevoir peut-être certains qui nous suivent, mais il faut rester dans la juste mesure. Le football aujourd'hui, c'est du business. Et d'ailleurs, je vous informe que du côté de l'Angleterre, ça n'a pas été très apprécié. Il y a quelques journalistes anglais et le journal Bild, qui est très célèbre au niveau du Royaume, qui a déjà fait des titres qui invoquent les règles du fair play financier. Même au niveau de l'Allemagne. Les gens n'ont pas, les Anglais surtout n'ont pas du tout apprécié le fait que Lionel Messi soit au Paris Saint-Germain. Vous savez, les Anglais, avec les questions de finances, ils sont très tatillons sur ces questions. Et donc, aujourd'hui, pour moi, ça ressemble à tout, surtout à du rêve. Et parce que au Paris Saint-Germain, la devise, c'est de rêver plus grand. Est-ce qu'on est dans la réalité? Parce que sur le terrain, ce sera tout autre chose. Un trio Messi, Neymar, Mbappé, peut-être avec un quatuor, ne pas oublier surtout Di Maria, qui est un joueur absolument exceptionnel aujourd'hui. Cette équipe-là, elle est capable d'écraser toutes les équipes
du championnat français et de gagner la Ligue 1, mais on sait tous que l'objectif du Paris Saint-Germain se trouve ailleurs, c'est de gagner la Ligue des Champions. Est-ce qu'ils auront en face une opposition assez constante, avec beaucoup de contenu pour faire face à leur qualité individuelle ou collective? C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui, parce que jouer un match à la Ligue des Champions, c'est sur 90 minutes. Et comme je le dis, on ne prévoit jamais de gagner la Ligue des Champions. Mais on sait aujourd'hui que le Paris Saint-Germain, depuis des années, est dans cette préemption de vouloir, coûte que coûte, vaille que vaille, remporter la coupe aux grandes oreilles. Pour moi, le défi se trouve ailleurs. Le défi médiatique, il est réussi. C'est de former aujourd'hui ce quatuor de rêve. Mais le défi sportif n'est pas du tout encore réussi. Vous pensez que ça va être encore difficile pour le Paris Saint-Germain? Même au milieu du terrain, on a quelqu'un que vous appréciez beaucoup, Vichnaïdou, le Batave. On a en défense Sergio Ramos qui s'est gagné également. Et donc, à tous les niveaux, on a quand même les éléments pour pouvoir faire le job. Ce qu'il faut noter et ce qu'il faut faire comprendre à tout le monde, c'est que le championnat se joue tous les week-ends, la Ligue des Champions se joue tous les mois. Ouais. Et donc, le contexte, quitter du contexte de la Ligue 1 française, pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui suivent la Ligue 1, qui se déroule d'ailleurs sur les antennes de New York, passer de la Ligue 1 à la Ligue des Champions, je vous le redis, c'est un choc violent. C'est parce que vous affrontez des équipes du calibre d'Amiens, de Clermont Foot, qui est monté d'ailleurs en Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Vous affrontez des équipes de l'Académie de Montpellier, et en Ligue des Champions, vous êtes face à quelle équipe? Vous êtes face à Chelsea, vous êtes face à Liverpool, vous êtes face à l'Inter, vous êtes face à Manchester City. C'est un autre contexte. C'est au fait là où se situe le problème. Là où va se situer le problème de ce Paris Saint-Germain version Lionel Messi, c'est de pouvoir garder le rythme, garder l'intensité, le niveau de concentration qu'exige une compétition comme la Ligue des Champions, qui se joue sur des détails à chaque week-end pour pouvoir chaque mois disputer la Coupe européenne. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci à vous, Junior Laris, consultant. On va marquer une pause pour le journal et on revient pour Regard Croisé.